Bonsoir à tous. Nous sommes réunis pour entendre le professeur Pierre-Grégoire Marly sur un point juridique fondamental pour nous, les actuaires, dont le rôle, c'est d'évaluer les risques, en l'occurrence les risques assurés, de fixer les tarifs d'assurance et de calculer les provisions. Pour évaluer les risques assurés, il faut savoir, parmi tous les dommages, ceux qui sont éligibles à indemnisation ou pas. Et pour cela, il faut savoir quelle est la cause déterminante du dommage. Le thème de la conférence de Pierre Grégoire porte sur ce sujet et cette conférence s'intitule Comprendre comment la cause du dommage en droit des assurances conditionne les pratiques du marché. Professeur agrégé des facultés de droit, titulaire de la chaire Assurance du Conservatoire national des arts et métiers et directeur de l'École nationale d'assurance, Pierre Grégoire Marly est l'orateur tout désigné pour traiter ce sujet pour nous ce soir. Je rappelle que cette conférence est organisée dans le cadre du groupe de travail le GT Anticipé en univers incertain de l'Institut des actuaires, qui travaille sur le sujet de l'assurabilité, incluant les méthodes d'évaluation et de traitement, notamment l'intelligence artificielle. Je vous invite bien sûr à rejoindre ce GT anticipé en univers incertain en vous inscrivant sur le site de l'Institut des actuaires si tous ces sujets vous intéressent. Avant de passer la parole à Pierre Grégoire, je vous rappelle que vous pouvez, je dirais que vous devez même, poser toutes vos questions dans le chat. Il y aura un temps qui sera consacré à la fin du webinaire pour y répondre. Sans plus attendre, je passe la parole à Pierre Grégoire. Merci beaucoup. Merci infiniment, Florence. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste partager mon support qui est ici. Alors, donc, théoriquement, On le voit voilà. très bien, tout va Vous très, voyez très très bien. bien, Voilà, formidable. c'est parfait. Bon, alors, en droit des assurances de dommages, puisqu'il est ici question de cela, la cause est omniprésente. Il n'existe pas de dommage assuré sans que sa cause ne soit examinée. Mais alors, de quelle cause parle-t-on? Si vous ouvrez le code des assurances, vous allez vite découvrir qu'il est ici question de cause déterminante. C'est le cas du régime CatNat. Ailleurs, on vous parle de cause génératrice du dommage. C'est en matière d'assurance de responsabilité civile. On va vous parler également de cause technique à propos de la globalisation des sinistres sériels. Bref, ce que l'on peut dire d'emblée, c'est que la cause, c'est une notion qui est plurale et même plus précisément, c'est une notion fonctionnelle. C'est-à-dire que eh bien, sa définition varie selon la fonction que le droit lui assigne. Ou pour le dire autrement, ça signifie que c'est la fonction qui va déterminer la notion et non pas l'inverse. Bon, une fois qu'on a dit cela, cette pluralité de sens, qui est donc attribuée au mot cause, évidemment n'est pas sans soulever des difficultés en pratique. Et pour s'en convaincre, je vous propose que nous nous intéressions successivement aux assurances de responsabilité civile et, si nous avons le temps, aux assurances de choses. Alors, pour commencer, donc, la cause du dommage dans l'assurance de responsabilité civile. Dans ces assurances, la cause du dommage est utile et même parfois nécessaire pour déterminer ce que l'on appelle l'application de la garantie dans le temps. Autrement dit, pour déterminer si un sinistre donné est survenu pendant la période d'effet du contrat d'assurance. Alors, de prime abord, cette cause du dommage, elle correspond finalement à celle qui est déterminée par le droit de la responsabilité civile. Et dans le droit de la responsabilité civile, on parle d'ailleurs de fait générateur plutôt que de cause du dommage. Ce que je veux dire par là, c'est que, j'allais dire spontanément, instinctivement, même intuitivement, on devrait considérer qu'à partir du moment où l'assurance a pour objet un risque de responsabilité civile, la cause qui va être retenue par l'assureur et
au-delà par le droit des assurances, est la même que celle qui est retenue par le juge dans le procès en responsabilité civile et donc par le droit de la responsabilité civile. Eh bien, cette intuition, malheureusement, elle est mise à mal dans différentes circonstances et en l'occurrence, c'est parfois le juge qui s'émancipe de la notion de cause du dommage telle que fixée par le droit de la responsabilité civile, tandis que dans d'autres circonstances, ce n'est plus le juge, mais même le législateur lui-même qui va consacrer des notions qui sont en droit des assurances différentes de celles développées en droit de la responsabilité civile. Alors, je vous propose tout d'abord de nous intéresser justement à la spécificité d'ordre judiciaire de la cause du dommage en droit des assurances. Alors pour cela, il faut quand même rappeler que l'une des spécificités, bien sûr, du risque de responsabilité civile, c'est son caractère composite. C'est-à-dire que le sinistre n'est constitué que si il réunit un fait dommageable, un dommage qui en découle et une réclamation de la victime. C'est un risque composite. Pourquoi? Eh bien, parce que sa réalisation, donc le sinistre, la réalisation de ce risque va s'opérer donc par étapes successives, et au fil de ces étapes, bien sûr, l'aléa diminue. Alors, la question qui se pose est de savoir, parmi les trois composantes à minima du risque de responsabilité, laquelle réalise, ou plus exactement matérialise le sinistre. Évidemment, cela va nous permettre de déterminer si la garantie est applicable dans le temps. Pourquoi? Eh bien parce que à partir du moment où on aura identifié le ou les éléments qui matérialisent le sinistre, on pourra se demander si cet élément est bien survenu pendant la période de garantie, autrement dit, entre la date de prise d'effet du contrat et son extinction, par exemple en cas de résiliation du contrat ou tout simplement à son expiration. Bref, la question que nous nous posons donc est celle de savoir si parmi les trois composantes que vous pouvez lire dans le premier bullet point, fait dommageable, dommage et réclamation, eh bien, il faut réunir les trois euh, pendant la période du contrat ou l'une des trois. Eh bien, juridiquement, et je dirais même rigoureusement, un sinistre, ça correspond à la dette de réparation qui naît au passif de l'assuré. Car oui, vous le savez, l'assurance de responsabilité n'a pas pour objet d'indemniser le tiers. L'assuré, la personne qui est exposée au risque garanti, ce n'est pas le tiers, ce n'est pas la victime, c'est bien évidemment le responsable. Et donc ce que couvre juridiquement l'assureur de responsabilité, c'est la dette de réparation qui naît au passif de l'assuré lorsqu'il commet un dommage. C'est donc, pour le dire autrement, dès l'instant où survient le dommage, que naît le sinistre. Le sinistre correspond à la production du dommage. Et donc, en toute logique, il faudrait que le dommage causé à la victime survienne pendant la période de garantie contractuelle pour que l'assureur de responsabilité soit tenu à garantie. Seulement voilà, contre toute attente, en 2003, à la faveur de ce qu'on appelle une loi de sécurité financière, le législateur français en a décidé autrement. Et il a introduit un article, plus exactement, il a totalement réécrit un article, l'article L124-5 du Code des assurances, que je ne peux pas vous inviter à lire tant il est passablement compliqué et dense, mais dans lequel, eh bien, comme critère d'application dans le temps de la garantie responsabilité civile, il a écarté le dommage et il a choisi au contraire soit le fait dommageable, soit la réclamation. Et donc, en pratique, il est donc possible qu'un contrat d'assurance de responsabilité civile fonctionne en base fait dommageable ou au contraire en base réclamation. Alors si on s'intéresse plus précisément aux garanties qui sont stipulées en base fait dommageable, il faut évidemment s'intéresser à ce qu'est ce fait dommageable, puisque c'est donc cette notion qui va déterminer si une garantie d'assurance RC est applicable à un sinistre donné. On va se demander si le fait dommageable s'est bien produit entre la date de conclusion du contrat d'assurance et la date de son extinction éventuelle. Oui, mais
Qu'est-ce que ce fait dommageable concrètement? Eh bien, par chance, nous avons une disposition législative, l'article 124-1-1, qui nous donne une définition du fait dommageable, et cette définition, elle est d'une simplicité biblique, c'est la cause génératrice du dommage. Bon, au moins une certitude, le fait dommageable, ce n'est pas le dommage lui-même, ce n'est pas la production ou la manifestation du dommage, c'est bien l'événement causal qui précède le dommage. Mais une fois qu'on a dit cela, une fois de plus, il faut savoir si ce fait dommageable, défini comme la cause génératrice du dommage, correspond au fait générateur de responsabilité tel qu'il est défini dans le droit de la responsabilité civile. Alors justement, comment, en pratique, le fait générateur est déterminé dans le droit de la responsabilité civile? Autrement dit, comment le juge opère-t-il lorsque il est confronté à un procès en responsabilité civile pour déterminer le fait générateur du dommage et donc la cause du dommage? Eh bien, concrètement, il va se servir de deux méthodes, de deux techniques. La première, c'est celle que l'on appelle l'équivalence des conditions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il va examiner à partir du dommage la chaîne de causalité et il va retenir comme fait générateur de ce dommage tous les événements sans lesquels le dommage ne se serait pas produit. Alors ça ne veut pas dire qu'il va retenir tous les antécédents, mais bien uniquement les événements ou les conditions en l'absence desquelles le dommage ne se serait certainement pas produit. Alors évidemment, c'est une méthode qui est très avantageuse pour la victime, puisque il va y avoir possiblement plusieurs faits générateurs dans cette chaîne de causalité qui vont être retenus comme cause du dommage, et donc éventuellement autant de débiteurs de réparation vis-à-vis de la victime. Donc c'est avantageux pour la victime, puisque ça multiplie évidemment la chance qu'il peut avoir d'obtenir, ou plutôt de s'adresser à un responsable solvable. Alors au contraire, vous avez une autre technique beaucoup plus restrictive, qui est celle de la causalité adéquate, où là, on va partir effectivement de toutes les conditions nécessaires au dommage, c'est-à-dire les conditions sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit, mais on va opérer un tri à l'intérieur de cette première sélection pour rechercher la cause adéquate, c'est-à-dire le fait générateur qui, selon le cours normal des choses, était de nature à produire le dommage, ou en tout cas la variété de dommages dont il est question. Donc, beaucoup moins favorable à la victime, et c'est la raison pour laquelle on peut observer quand même que la jurisprudence a tendance à privilégier l'équivalence des conditions, même si en réalité, les juges, et à commencer par la Cour de cassation, ne s'enferment pas dans l'une ou l'autre des deux techniques. Souvent, ils les combinent, mais en tout cas, on va dire que la jurisprudence gravite entre ces deux manières d'opérer. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la technique utilisée pour identifier le fait générateur du dommage, nous l'avons dit, la logique voudrait que, en matière d'assurance de responsabilité civile, une fois ce fait générateur identifié conformément aux règles de responsabilité civile, ce fait générateur, eh bien, corresponde, s'identifie au fait dommageable tel qu'il va permettre de déterminer si un contrat d'assurance RC est applicable à tel sinistre donné. Seulement, voilà, il se trouve que certains juges défendent une autre conception du fait dommageable dans l'assurance de responsabilité et vont considérer finalement que ce fait dommageable est une notion autonome et donc que ce fait dommageable en matière d'assurance de responsabilité civile ne correspond pas nécessairement au fait générateur dans la responsabilité civile. Ce qui évidemment vient singulièrement compliquer les choses et le travail non seulement des juristes, mais j'imagine le vôtre. Alors, comment justifier que le fait dommageable en droit des assurances ne soit pas l'équivalent, ne soit pas similaire au fait générateur en droit de la responsabilité civile? Eh bien, les partisans de cette autonomie du droit des assurances vous diront, mais finalement, on ne peut pas dire que l'assurance de responsabilité est pour objet la responsabilité civile, ou en tout cas pour objet de couvrir la
ou plutôt de payer à la place de l'assuré sa dette de responsabilité. Auquel cas, on comprendrait effectivement que si l'objet final de l'assurance de responsabilité civile, c'est en effet de payer à la place de l'assuré responsable sa dette de réparation, oui, il faut forcément, et là on a un bon argument pour dire que on va rechercher toutes les conditions, toutes les caractéristiques de cette dette de responsabilité pour déterminer ensuite les conditions de son assurance. Sauf que on va vous dire, et à raison d'ailleurs, que juridiquement, l'assureur, quand il paye l'indemnité, eh bien, il n'exécute pas la dette de réparation de son assuré, mais il exécute sa propre dette d'indemnisation, celle qui est née du contrat d'assurance. Dans ces conditions, eh bien, c'est vrai qu'il peut être soutenu que finalement, l'assureur est tenu de sa propre dette, il n'est pas tenu de la dette de son assuré, et donc, en vertu de cette propriété de la dette, pour un préjudice donné, on peut tout à fait considérer que bien, le fait dommageable qui est propre au contrat d'assurance ne soit pas, une fois de plus, nécessairement le même que le fait générateur retenu par le juge dans le procès en responsabilité civile. Et pour illustrer justement ce propos, eh bien, je vous citerai une décision de la Cour de cassation qui est relativement récente, puisqu'elle date du 15 décembre 2022. Pour ceux que ça intéresse, vous voyez les numéros de pourvoi qui vous permettraient de la retrouver aisément sur Légifrance, notamment, où était en cause le préjudice d'anxiété qui est lié à l'amiante. Plus exactement, ce préjudice d'anxiété dont souffrent ou ont souffert des salariés qui ont été exposés à l'amiante dans le cadre de leur profession. Attention, on ne parle pas ici du dommage corporel que certains d'entre eux ont subi, mais du préjudice qui réside dans la peur de tomber malade à cause de l'exposition à l'amiante. Donc, c'est un préjudice distinct que celui, bien sûr, invoqué par les salariés malheureusement atteints, notamment de cancer, liés à cette exposition à l'amiante. Il y a ceux qui sont sains, en tout cas qui n'ont pas, au moment où ils sollicitent cette indemnisation pour préjudice d'anxiété, eu encore de troubles physiques, mais qui néanmoins eh bien, souffrent de cette anxiété particulière qui est liée à la crainte d'un jour être malade des conséquences, des suites de cette exposition à l'amiante. Alors, il faut savoir que, avant même de solliciter le droit des assurances, il y a eu beaucoup de procès s'agissant de ce préjudice d'anxiété sur le terrain de la responsabilité pour déterminer si l'employeur était responsable et si oui, dans quelle mesure. Eh bien, de façon constante, la Cour de cassation considère que la cause du préjudice d'anxiété, ce n'est pas l'exposition à l'amiante. La cause qu'il convient de retenir, et donc le fait générateur ici de responsabilité, c'est la connaissance par le salarié du risque de développer une maladie liée à l'amiante. Donc, vous voyez bien que pour la Cour de cassation, la cause du dommage consistant en un préjudice d'anxiété n'est pas la même que la cause du préjudice corporel qui, effectivement, réside dans la maladie, directement causée par la. Bien malgré cette jurisprudence, la même Cour de cassation, mais pas la même chambre, puisque vous le savez peut-être, il y a diverses chambres, et pour ce qui est du droit des assurances, c'est la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui en est le juge naturel. Bien, la deuxième chambre civile a décidé de se démarquer par rapport à la position de la première chambre civile en matière de responsabilité civile, et elle considère, dans l'arrêt que je vous cite, que même si, d'un point de vue de la responsabilité civile, le fait générateur de la responsabilité en matière de préjudice d'anxiété, c'est la connaissance par l'assuré du risque de développer une maladie liée à l'amiante, en matière d'assurance, et en l'occurrence, s'agissant de la garantie faute inexcusable de l'employeur qui est ici en cause, le fait dommageable qu'il convient de retenir, eh bien, c'est l'exposition du salarié à l'amiante. Donc cet arrêt illustre l'autonomie en matière de cause du droit des assurances de responsabilité par rapport au droit de la responsabilité. C'est donc une illustration, effectivement, de cette liberté que peut prendre
le juge, et pas n'importe lequel, le juge du droit, la Cour de cassation, par rapport finalement au droit de la responsabilité. Alors, ça n'est pas toujours le cas, hein. Il y a d'autres décisions où effectivement il y a une parfaite coïncidence entre le fait dommageable et le fait générateur de responsabilité, mais ce n'est pas toujours le cas, et donc forcément ça crée une certaine incertitude par rapport effectivement aux solutions à retenir. Il y a finalement une jurisprudence qui n'est pas stabilisée. Maintenant, on va passer plutôt au cas dans lequel c'est la loi, en l'occurrence dans le Code des assurances, que se développent des notions particulières de cause qui n'ont rien à voir avec la cause envisagée par le droit de la responsabilité civile comme fait générateur de responsabilité, comme cause du dommage. Et c'est le cas notamment en matière de globalisation des sinistres sériels. Vous connaissez sans doute, sous l'angle qui est le vôtre, ce qu'est un sinistre sériel, ce qu'est la globalisation. Alors la globalisation, c'est d'abord et avant tout une pratique contractuelle qui a longtemps prospéré et qui a été toujours, à la faveur de cette même loi de sécurité financière de 2003, été consacrée dans le Code des assurances. Il y a donc aujourd'hui une référence législative à la globalisation des sinistres sériels. C'est précisément cette référence qui nous intéresse. De manière générale, la globalisation, qu'est-ce que c'est? C'est une fiction. Et en l'occurrence, c'est désormais une fiction légale, puisqu'on va faire comme si plusieurs sinistres n'en formaient qu'un. Donc on se détache de la réalité et on crée finalement une situation qui n'existe pas en vrai, pour le dire vulgairement, d'où l'idée que c'est une fiction. Et croyez-moi, le droit des fictions, il y en a beaucoup. En l'occurrence, donc, cette fiction, elle consiste à faire en sorte de considérer que plusieurs sinistres, en réalité, ne vont en former qu'un du point de vue de l'assurance de responsabilité. Alors, encore faut-il savoir dans quel cas cette globalisation peut opérer. Eh bien, le Code des assurances nous dit lorsque plusieurs dommages résultent d'un même fait dommageable, ou alors lorsque plusieurs faits dommageables procèdent d'une même cause technique. Voilà, le mot est lâché, cause technique. Mais qu'est-ce qui a bien pris le législateur pour qu'il introduise cette cause technique sans malheureusement en donner une définition, que ce soit dans la loi ou dans la réglementation. Ce que l'on peut dire, en tout cas, avant justement de nous interroger sur le sens de cette cause technique, c'est que l'intérêt quand même de la globalisation, eh bien, c'est de rattacher du coup tous les sinistres d'une même série à l'année d'assurance qui correspond à la réalisation du premier sinistre. Et donc, notamment pour les assureurs, c'est la possibilité d'appliquer un seul et même plafond de garantie à l'ensemble des sinistres, et non pas, lorsque les sinistres évidemment se sont déroulés sur plusieurs années, à chaque fois eh bien, un plafond différent. Cela étant, c'est aussi, lorsqu'il y a une franchise, intéressant pour l'assuré, puisque eh bien, il aura une franchise d'autant plus faible qu'elle aura été, d'une certaine manière, globalisée. Cela étant rappelé, donc, qu'est-ce que la cause technique? Puisque nous n'avons pas de définition, la doctrine a essayé effectivement de s'en emparer. Et là, on peut effectivement distinguer deux manières de voir les choses, deux conceptions. La première, c'est celle qui tente à considérer que, puisque la cause est qualifiée par le législateur de technique, c'est qu'elle se distingue d'une cause juridique. En d'autres termes, l'adjectif technique projetterait d'une certaine manière cette cause en dehors du droit. Et donc, là où le fait dommageable, qui est donc défini comme la cause génératrice du dommage, serait en quelque sorte la cause juridique du sinistre, eh bien, la cause technique, elle, serait une condition extra-juridique auquel le fait dommageable doit être imputable. À côté de cette conception, vous avez une autre qui est beaucoup plus large, beaucoup plus compréhensive, et selon laquelle il n'y aurait pas lieu de s'arrêter finalement au caractère technique de la cause. Ça n'a pas d'intérêt, c'est surtout très compliqué et hasardeux de raffiner dans la sélection des causes. Au fond, ce qui compte pour justifier la globalisation des sinistres sériels, c'est que eh bien, ces sinistres soient, plutôt qu'il y ait une répétition d'un même phénomène soit matériel, soit intellectuel, à l'origine des dommages considérés. Ça devrait suffire à faire jouer la globalisation et au fond
fait dommageable ou cause technique, ce serait pareil. Ce qui importe, c'est la répétition d'un même phénomène à l'origine des dommages. Alors, est-ce que, entre ces deux conceptions, la jurisprudence a tranché? Malheureusement, non. On trouve, par exemple, encore et toujours, dans le contentieux relatif à l'amiante, des décisions de la Cour de cassation qui sont peut-être pas contradictoires, mais en tout cas divergentes. Par exemple, vous avez un arrêt dans lequel la Cour de cassation identifie la cause technique à l'exposition des salariés aux fibres d'amiante. Bien, on serait plutôt alors dans la première conception. Mais vous avez une autre décision qui, au contraire, considère que la cause technique réside dans le non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur qui a rendu possible l'exposition à l'amiante. Donc là, ça revient plutôt à assimiler la cause technique au fait dommage. Donc là encore, beaucoup d'incertitudes, et évidemment, c'est très dommageable, d'autant plus que, alors, peut avoir des décisions qui ont reconnu la globalisation. Mais actuellement, la Cour de cassation est très critiquée car depuis 2020, elle refuse catégoriquement de globaliser les sinistres qui résultent de défauts d'information et de conseil, même si ces défauts d'information et de conseil procèdent pourtant d'un même défaut de documentation précontractuelle. Et donc, par plusieurs décisions, là aussi on peut parler de jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que la cause technique est plutôt, en tout cas, inapte à permettre, pour des prestations intellectuelles, comme le sont l'information et le conseil, en l'occurrence, il s'agissait de conseils fiscaux, eh bien, il n'y aurait jamais de possibilité pour les assureurs d'invoquer la globalisation des sinistres à cause de cette nature, en quelque sorte immatérielle, de la prestation dont le manquement est reproché. Alors, vous me direz, peut-être qu'il y a une possibilité d'échapper à cette incertitude jurisprudentielle en définissant conventionnellement les conditions de la globalisation. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, malgré l'intervention législative de 2003, la plupart des polices d'assurance RC continuent de définir les conditions de la globalisation. Mais le problème, c'est que cette intervention législative, qui a donc introduit l'article L124-1-1 dans lequel, justement, est définie la globalisation, c'est un article d'ordre public. Quand on dit qu'une disposition législative est d'ordre public ou impérative, cela signifie qu'il n'est pas possible d'y déroger contractuellement. Alors, bon, on a quand même, là encore, des décisions qui nous permettent de penser que cette impérativité et donc, en quelque sorte, cette intangibilité de la définition légale de la globalisation est peut-être limitée à certains éléments de cette définition et que, quand même, les parties au contrat d'assurance auraient une certaine latitude pour, on va dire, affiner, pour alléger peut-être ou préciser ce qu'ils entendent par globalisation. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire totalement abstraction de la cause technique, de la distinction entre cause technique et cause juridique, puisque la cause juridique, c'est le fait dommageable. Et donc, je pense qu'il n'est pas possible de sortir complètement de la définition qui est introduite par l'article L124-1-1 du Code des assurances. À présent, je vous propose de passer, je crois que j'ai encore un petit peu de temps, à la cause du dommage, mais cette fois-ci dans les assurances de choses. Là, on a moins de difficultés, a priori, en tout cas, s'agissant de déterminer la cause, mais on s'aperçoit très vite que pour le juge, en réalité, les difficultés sont nombreuses. Alors, il m'a semblé finalement plus intéressant, pour traiter d'abord des difficultés qui sont liées tout simplement aux faits, de prendre un exemple. Et comme l'aurait dit un journaliste, c'est un exemple qui est tiré d'une histoire vraie, bien entendu. Alors, je vous rappelle dans cette slide les faits, mais je vais vous les lire en même temps. Voilà qu'une nuit, vers 22h45, c'est très précis, un arbre est tombé accidentellement sur une ligne à haute tension qui alimentait un bâtiment d'exploitation avicole, donc un élevage de canards. L'alimentation électrique, donc, de la ventilation qui est indispensable au bâtiment, a été donc reprise par un groupe électrogène, mais c'est à son tour ce groupe électrogène qui a été défaillant, qui est tombé en panne vers 1h45. Et finalement, l'électricité aura été rétablie le matin à 9h45, sachant que dans l'intervalle,
et ça, c'est un détail qui a toute son importance, vous allez comprendre pourquoi, les portes de ce bâtiment ont été fermées. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait une réglementation destinée à contenir un épisode local d'épizootie, et parmi les mesures que devaient prendre les exploitants, les éleveurs pour justement prévenir, contenir cette épidémie, eh bien, il fallait impérativement fermer les portes des établissements, dont les établissements avicoles. Ce qu'avait fait donc l'assuré. Sauf que, bien sûr, à la suite de cet incident, l'exploitant a dû déplorer, donc les chiffres sont quand même assez éloquents, la mort de 1719 canards et un préjudice estimé à 240, voilà, 240 000 euros. Le sinistre a donc été déclaré à l'assureur et celui-ci a refusé sa garantie en opposant la clause d'exclusion que vous avez à l'écran. Alors, vous n'êtes pas obligé de la lire entièrement, mais cette clause d'exclusion, elle suppose, en tout cas pour être applicable au sinistre déclaré, que l'assureur prouve que les dommages et les pertes qui sont allégués découlent ou résultent directement ou indirectement de l'un des événements, des circonstances qui sont listées, hein, les trois, soit l'existence d'une maladie transmissible, soit la menace d'une maladie transmissible, ou encore, c'est la troisième et dernière hypothèse, toute mesure qui a été prise pour éviter ou contenir cette maladie transmissible. Donc, cela signifie que, pour l'assureur, hein, c'est à lui qu'incombe la charge de prouver que l'exclusion est applicable, il faut que l'événement retenu soit la cause du dommage, puisque ce qui est écrit dans cette exclusion, c'est que ce dommage est censé résulter ou découler d'un des trois événements listés. Et on peut préciser que cet événement doit être la cause soit directe, c'est-à-dire immédiate, soit indirecte, c'est-à-dire plus lointaine. Le critère essentiel, à mon sens, c'est que pour que cette exclusion s'applique, l'événement garanti doit présenter un lien de causalité avec le dommage, constitutif du sinistre. Et c'est là qu'il faut distinguer finalement le lien causal entre un événement et le dommage et le lien contextuel qu'il peut y avoir entre certaines circonstances et le dommage. C'est là où il y a une distinction aussi qui, en pratique, est très délicate. Il y a en effet des circonstances qui ne provoquent pas le dommage, qui donc ne s'insèrent pas dans la chaîne de causalité qui mène au dommage, mais qui pour autant l'ont favorisé. On peut peut-être même pu l'aggraver, et donc font partie du contexte, de l'environnement du dommage. Alors, dans notre affaire, finalement, pour que l'exclusion s'applique, puisque la question donc se pose, vu les circonstances du sinistre, le contexte de l'épizootie et la réglementation donc liée à ce contexte, est-ce que les dommages subis par l'exploitant, la mortalité de son élevage, la mortalité partielle par manque de ventilation du bâtiment, entraient dans le champ d'application de cette exclusion? Eh bien, il faut pour que l'exclusion soit applicable ici, au sinistre déclaré, qu'une maladie transmissible, que ce soit son existence, rappelons-le, sa crainte, hein, sa menace, ou les mesures prises à son égard, ne participe pas seulement à l'environnement dans lequel survient le sinistre, mais soit une condition nécessaire, c'est là où intervient la spécificité de la cause, une condition nécessaire à la survenance de ce sinistre. En d'autres termes, pour pouvoir opposer l'exclusion, l'assureur doit établir que sans la maladie considérée, le dommage ne se serait pas produit. Alors, question, en l'espèce, est-ce que l'épisode d'épizootie ou la fermeture des portes du bâtiment ont été des conditions nécessaires au décès massif des volatiles par asphyxie? En d'autres termes, est-ce que sans cet épisode ou sans cette fermeture liée à l'épisode euh, épidémique, le sinistre serait néanmoins intervenu? Alors, ça n'a pas été jugé comme affaire, il y a eu un précontentieux pour être tout à fait transparent, et
À mon sens, la réponse à cette question, bah, elle dépend. Elle dépend du point de savoir si, avec les portes ouvertes, les canards auraient également été asphyxiés à défaut de ventilation artificielle. Car si c'est le cas, si effectivement ces canards auraient de toute façon été asphyxiés à défaut de ventilation artificielle, alors à ce moment-là, la fermeture motivée par le risque épisodique n'aurait été qu'une circonstance aggravante du sinistre, mais pas la cause qui résiderait alors dans la coupure électrique provoquée par la chute de l'arbre. Mais dans le cas contraire, alors, force est de reconnaître un lien de causalité entre la fermeture du bâtiment pour motif sanitaire et le sinistre déclaré, puisque sans cette fermeture, les canards n'auraient pas péri et le sinistre ne se serait pas produit. Alors, pour terminer et bien sûr répondre à vos questions éventuelles, je voulais également illustrer, toujours dans les assurances de choses, les difficultés en matière de cause qui sont posées par les textes. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je crois d'abord que vous avez eu par le passé déjà une intervention sur ce thème. Ce thème, c'est celui, bien sûr, du régime des catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que dans ce régime, qui est devenu de plus en plus compliqué, il faut dire que les effets des catastrophes naturelles sont aussi de plus en plus complexes, on a un dispositif législatif et notamment un article L125-1 dans le Code des assurances qui dispose notamment, là aussi c'est un article un peu fleuve, hein, mais il dispose notamment que sont considérés, je le cite, comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Voilà. Là encore, il est question de cause, il est même question de cause déterminante, et donc la question est de savoir dans quelle mesure l'intensité anormale d'un agent naturel est-il la cause déterminante des dommages. Alors là, je vous dispense d'un inventaire à la Prévert sur la jurisprudence, même la plus récente, qui est assez abondante, et dans laquelle il est quand même assez difficile de trouver une ligne directrice pour savoir effectivement quels sont les critères de cette cause déterminante. Alors, on retrouve, de façon plus ou moins lointaine d'ailleurs, tout dépend des décisions, les références aux deux méthodes, aux deux techniques judiciaires que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la causalité adéquate ou alors l'équivalence des conditions pour savoir si, une fois de plus, eh bien, l'agent, l'intensité normale de l'agent naturel a été la cause déterminante du sinistre. Mais d'autres questions se posent qui ne donnent pas forcément lieu à une décision, là encore, en tout cas une position très stable des hauts magistrats. La question, par exemple, de savoir est-ce que pour être qualifié de déterminante, l'agent naturel doit être la cause exclusive du dommage. Est-ce que cause déterminante, c'est la même chose que cause exclusive? Bon, a priori, je dis bien a priori, majoritairement, la jurisprudence va plutôt dans le sens d'une réponse négative à cette question. En d'autres termes, on peut retenir l'agent naturel comme cause déterminante du dommage, même si ce n'est pas la cause exclusive des dommages. On voit aussi une jurisprudence qui nous parle et qui cite le, qui cite effectivement pour qualifier cette cause déterminante d'origine principale du sinistre. Bon, finalement, ça ne nous apporte pas grand-chose. On parle aussi parfois de cause déterminante du processus d'apparition des dommages, qui aurait plutôt tendance d'ailleurs à rajouter des questions plutôt qu'à y répondre. Donc, une jurisprudence, là encore, qui n'est pas tout à fait stabilisée et qui l'est d'autant moins face, évidemment, aux nouveaux risques liés aux catastrophes naturelles que sont, comme vous le savez, les retraits gonflements d'argile. Et là-dessus, eh bien, le législateur empile un petit peu les dispositions au fil des réformes, ce qui, là encore, ne facilite pas forcément la compréhension et la bonne application du texte. Mais quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le constater, nous avons encore ici affaire à la notion de cause, mais une notion qui est spécifique. Spécifique, c'est-à-dire propre ici au régime des catastrophes naturelles. Ce n'est pas tout à fait la même cause que la cause génératrice du dommage dans l'assurance de responsabilité civile. Ce n'est pas forcément la même cause que celle qui est retenue par les juges lorsqu'ils appliquent la technique de la cause
adéquate ou de l'équivalence des conditions. Parfois même, dans cette jurisprudence relative au régime CatNat, la cause déterminante peut être déterminée par rapport à un critère qui, lui, pour le coup, est totalement ignoré de la jurisprudence en matière de responsabilité civile. C'est le critère chronologique, à savoir que on va privilégier la proximité du dommage. Plus un événement est proche du dommage chronologiquement, eh bien, plus on va considérer qu'il est la cause déterminante. On parle de causa proxima par opposition à la causa remota. Bon, en tout cas, c'est une méthode qui n'est à ma connaissance utilisée aujourd'hui qu'en matière de régime CatNat, mais c'est pour dire, là encore, le manque d'unité qu'il y a dans toutes ces décisions. Alors voilà, ce petit exposé que je souhaitais vous faire pour illustrer les difficultés pratiques et la manière aussi dont ces difficultés sont résolues lorsqu'elles peuvent l'être par le juge en matière effectivement de cause du dommage appliquée donc aux assurances de dommages. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très précis, très documenté. Euh, pour ma part, ça appelle quelques questions sur la fin de l'exposé. Pour ce qui concerne l'impact de la prévention. Dans le régime CatNat, le fait finalement de considérer qu'il y a une différence entre la cause déterminante et la cause exclusive, et de considérer que c'est l'inondation qui est la cause, et pas de remonter à la cause technique, qui est par exemple le bétonnage du sol ou l'aménagement du territoire inadéquat. Mhm. Ça a des conséquences importantes pour la prévention parce que c'est déresponsabilisant. Euh, donc là, je suis en train de faire de raisonnement qui n'a rien de juridique, hein, mais est-ce que je vois là des conséquences dans l'avenir, parce que si est-ce que ça, il n'y a pas une évolution en ce sens? Alors, les juges jugent en droit. Est-ce qu'ils sont influencés par l'évolution de la société? Est-ce que, finalement, ils vivent dans une bulle indépendante des impacts sociétaux? Là, quand on parle du régime CatNat, c'est ce qui sont évidents pour tous. Ma question est très mal posée, mais vous voyez très bien mon souci qui est pour les assureurs, la dérive, et pour le régime CatNat, la proximité d'une inassurabilité, en fait, hein, parce que l'augmentation de la surprime va être vite insuffisante. Et il va falloir durcir un petit peu l'appréciation des sinistres. Et je pense notamment à des choses alors qui sont pas le régime CatNat, mais des contentieux qu'il peut y avoir entre voisins, un voisin ayant bétonné tout son jardin et entraînant en fait des conséquences préjudiciables pour son voisin en termes d'inondation. Alors, je pense quand même qu'il faut faire une place à part pour le régime CatNat. Alors, non seulement pour les raisons techniques que vous connaissez mieux que moi, mais aussi pour des raisons juridiques, puisqu'on a un régime, et d'ailleurs certains députés, alors anciens députés ou ont-ils été reconduits, je l'ignore, mais il n'y a pas si longtemps, une proposition de loi, effectivement, sollicitait encore plus, je dirais, d'automaticité dans l'application de ce régime. Et s'agissant de la cause déterminante, il était question de poser légalement une présomption de causalité pour peu que eh bien, l'arrêté qui est, vous le savez, sans doute procéduralement nécessaire à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ait été pris.
Bon, à ce jour, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, j'aurais peut-être dû d'ailleurs le préciser, vous avez un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'il n'y a plus de débat autour de la cause déterminante. Le débat peut parfaitement se poser devant les juridictions. Mais effectivement, la tendance, j'ai l'impression, est quand même de pousser à ce que ce débat soit écarté et que finalement, la solution, la détermination de la cause déterminante notamment, soit prise au niveau politique ou en tout cas administratif. Et oui, forcément, il y a, en tout cas dans cette matière, une tendance à la déresponsabilisation. Ça, c'est une certitude, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres domaines des assurances de dommages où je ne sais pas si ça va répondre à votre question, ou en tout cas l'exemple que vous posiez ou que vous donniez sur le voisinage, mais de toute façon, presque systématiquement, les assureurs vont stipuler dans leur police ce qu'on appelle des obligations de sauvegarde, c'est-à-dire, pour les exprimer autrement, des obligations de réduire ou de faire en sorte de ne pas augmenter le sinistre. Ça participe quand même à une certaine prévention. Alors vous me direz, le sinistre a eu lieu, certes, mais on peut parfaitement mettre en place non seulement ce type de mesures de prévention, mais aussi des conditions de garantie qui sont autant de manières, effectivement, de prévenir certains sinistres. Hein. Alors après, le lien avec la cause du dommage est peut-être moins évident, mais pour répondre à votre question, en tout cas, sur la déresponsabilisation, bon, je crois que de manière générale, on ne peut pas dire, sinon ça se saurait depuis bien longtemps, que l'assurance est déresponsabilisante, hein, alors qu'il y ait effectivement de l'aléa moral, ça c'est une chose, mais c'est pas non plus un phénomène qui est à ce point marqué que on arrêterait notamment de courir la responsabilité civile. Non, l'assurance en général est pas déresponsabilisante et même les assureurs, par des aménagements, Oui, des franchises, des plafonds, etc., exactement. Oui, ils jouent au contraire un rôle, puis ils ont joué un rôle pour les sprinklers, etc., pour l'incendie, euh, tout à fait. les risques entreprises, etc., bien sûr. Mais là, je note que en matière de climat, euh, euh, la- la- le lien presque automatique avec l'événement. Alors, si on prend le RGA, le retrait gonflement des argiles, là, est-ce que vous pouvez peut-être approfondir un petit peu plus justement la notion de temps? Parce que là, il y a une notion de temps, de développement du phénomène. Euh, comment cela est-il pris? Puisque ça rentre dans le régime CatNat. Oui, alors bon, cela étant comme c'est un régime particulier au sein du régime CatNat, bon, il faudrait que j'ai quand même davantage je dirais, approfondi la question hein, pour vous répondre justement précisément. Mais c'est sûr que ça soulève effectivement la question du temps, oui, avec ce type de sinistre, ce type de désordre. Et bien entendu, là, bah, on est bien embarrassé pour appliquer justement le concept de cause déterminante pour ce type de, bon, après, je vous dis, c'est quelque chose qui mériterait effectivement d'être approfondi. Je sais qu'il y a eu pas plus des travaux qui ont été menés, c'est pour ça que je ne me suis pas plus étendu sur la question aujourd'hui. Mais oui, non, non, c'était bien sûr un facteur aggravant, disons en termes d'incertitude sur la cause déterminante. C'est un facteur aggravant. Et si on prend un autre exemple qui rappelle peut-être plus la belle époque des étanchéités de toit terrasse, je pense aux panneaux solaires. Euh, alors c'est un peu différent parce que panneau c'est un objet alors que l'étanchéité c'était un produit, donc c'est différent. Mais qu'est-ce qui se passe pour les panneaux solaires? C'est un risque sériel qui est traité comment? Alors, bah justement,
en soi, ces fameux panneaux solaires, si on fait référence aux mêmes affaires, oui, c'est un sinistre sériel, ça c'est évident. Maintenant, bon, je vous dis, toute la partie, en revanche, commercialisation de ces panneaux, notamment les défauts de conseil qui ont accompagné cette commercialisation, c'est là où la Cour de cassation est rétive à l'idée d'admettre qu'il puisse y avoir des sinistres sériels. Or, il y va bien sûr de la responsabilité des professionnels qui ont commercialisé ces panneaux et donc de l'assurance de cette responsabilité. Malheureusement, pour les assureurs en tout cas, la globalisation ne prend pas. En revanche, pour ce qui est du défaut lui-même et du préjudice que le défaut peut causer, là, il me semble que, indubitablement, il y a un sinistre sériel qui mériterait d'être globalisé. Mais c'est assez ennuyeux parce que il me semble qu'il y a une industrialisation de la construction Oui. qui peut aller dans le bon sens, notamment pour le climat, pour avoir des produits plus, des maisons, enfin des constructions qui préservent davantage le climat en étant plus isolantes. Euh, et donc, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif globalement pour la société, mais qui rend plus systématique certains sinistres, puisqu'il y a une industrialisation. Et ça veut dire que là, ça ne pourra pas être globalisé, ça ne peut pas être dans l'assurance produit. Comment ça s'articule, l'assurance du produit, de l'industriel et l'assurance du malheureux propriétaire de la maison? Si, ça pourrait être globalisé précisément, hein. Si le même assuré a effectivement finalement commis des malfaçons sur des produits qu'il a vendus ou fabriqués pour le compte de différents clients, et que cette malfaçon finalement elle découle de la même cause technique, hein, pour reprendre les termes du législateur, alors oui, il y a tout lieu de globaliser. Donc ça, alors est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? La réalité, vous l'avez dit, c'est qu'il y a de plus en plus de sinistres sériels, hein. Avant même de parler de globalisation, c'est est-ce qu'on a affaire à des sinistres sériels? Oui, des séries de sinistres qui ont entre eux un dénominateur commun, voire une origine commune, ça, il y en a de plus en plus. C'est effectivement les effets d'une standardisation dans certaines industries. Ça ne fait aucun doute. La question est évidemment de savoir, et là on rentre plus dans la dimension juridique, si et dans quelle mesure ces sinistres sériels peuvent être réputés n'en former qu'un seul, pour permettre aussi de ne pas trop affecter la solvabilité des assureurs. Si on considère que précisément, il y a de plus en plus de sinistres sériels. Donc il faut bien un moment équilibrer les choses. Et on ne peut que appeler de nos voeux, euh, j'espère en tout cas, une intervention législative pour préciser le sens de cause technique, voire pour supprimer cette référence qui finalement est plus embarrassante qu'autre chose. D'une manière générale, on a l'impression que les assureurs sont toujours du mauvais côté. Euh, Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de possibilités pour le lobby assurance, si on peut dire? En fait, il est très faible pour que les textes leur soient un peu moins défavorables, parce qu'ils sont quand même globalement plus souvent défavorables que favorables, non? Alors là, c'est un problème qui dépasse évidemment nos disciplines respectives et qui tient à l'image effectivement de l'assurance dans la société. Je pense que ça, c'est le premier facteur aussi qui justifie ce traitement de défaveur. Après, bon, le lobbying de l'assurance des assureurs me semble quand même plutôt assez offensif, mais insuffisamment en tout cas pour peser face aux soucis non seulement du législateur, mais aussi du régulateur, de protéger toujours plus l'assuré, hein. On est vraiment dans une logique très protectionniste de l'assuré, ce qui se traduit forcément par des réformes successives qui ont quand même tous un peu en commun de venir renforcer cette protection de l'assuré, plus encore lorsque cet assuré est un consommateur. Et donc là, je crois que malheureusement, c'est un peu le sens de l'histoire. Sauf que, j'entendais
en introduction le groupe de travail que vous évoquiez, sauf qu'il y a un moment où on arrive aussi aux limites de l'exercice, c'est-à-dire que c'est une chose de protéger l'assuré, mais il faut aussi permettre à l'assureur de faire son métier et donc, plus on a des risques qui sont à la frontière de l'assurabilité, plus, évidemment, les enjeux sont différents. Alors peut-être qu'on est arrivé d'ailleurs avec, bien sûr, ces risques émergents, même si le qualificatif émergent n'est peut-être pas bon, mais que sont les risques climatiques ou encore les risques cyber, on est arrivé effectivement peut-être à un point de rupture dans cette logique législative ou réglementaire qui effectivement est systématiquement favorable à l'assuré et défavorable à l'assureur. Je pense que là, peut-être que on s'aperçoit que c'est pas vraiment l'enjeu. C'est la question qui se pose davantage maintenant, c'est assurance ou pas assurance. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il y a deux, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur le cyber tout à l'heure, mais pour rester, parce que dans le cyber, il y a de la guerre, etc., on va y revenir. Pour continuer sur la même ligne, comment on peut expliquer la loi dommage-ouvrage et le fonctionnement, quelle est la logique juridique de la dommage-ouvrage et de l'assurance construction? Bah, c'est ce qu'on appelle un système à double détente, c'est-à-dire qu'en réalité, la dommage ouvrage joue comme un préfinancement. Voilà, c'est un préfinancement pour l'assuré victime des désordres, et puis ensuite, eh bien, on va se retourner contre celui qui est responsable et son assureur, donc le constructeur, d'où la responsabilité décennale. Il y a une logique juridique qui est quand même, euh, me semble-t-il, assez claire, mais la mise en œuvre, on le voit, génère un contentieux qui est pléthorique et pour votre information, il faut savoir que les arrêts rendus par la Cour de cassation en matière d'assurance construction, et qu'ils le sont par la troisième chambre civile, sont de loin les plus nombreux en matière d'assurance, hein. Et c'est donc la preuve quand même qu'il y a un contentieux qui est excessif en la matière. Et l'autre problème que soulève l'assurance construction, c'est que c'est un système qui est très franco-français. Et on sait que lorsque des assureurs européens mais étrangers sont pourtant agréés pour, en libre prestation de services, couvrir des risques en France d'assurance construction, eh bien, ils sont bien souvent dans la capacité, on a vu effectivement les cas de faillite de ces assureurs, parce que c'est un système qui est extrêmement complexe, non seulement juridiquement, mais aussi comptablement. Enfin, en tout cas, et là, je m'adresse à des gens qui savent ça mieux que moi. On a un système de capitalisation qui est quand même un peu particulier et donc que ne maîtrise pas forcément un assureur immatriculé ou agréé à Malte. Tout à fait. Le problème quand même, c'est là dans ce que vous évoquez sur l'importance numérique du nombre de contentieux et Mm. ça porte quand même sur justement sur cette escroquerie qui a été faite en LPS par Non, non, non. Le contentieux que j'évoque près de la Cour de cassation est un contentieux de droit interne pur, hein, sur donc l'application du régime. avec des Ah oui, oui, oui. assureurs Français. Non, non. français. Alors, c'est d'autant plus incroyable qu'il y a peu de gens qui s'assurent en dommages-ouvrage. Enfin, finalement, Oui, c'est une assurance qui n'est pas très... Elle est obligatoire, mais je crois qu'elle est toujours obligatoire. Elle l'était, toujours. je crois qu'elle l'est toujours. Oui, Mais oui. il y a assez peu de gens qui le font pour des travaux importants qui sont, en général, peut-être pour les constructions complètes d'une maison, oui, mais il y a beaucoup de travaux importants qui devraient être assurés, qui ne le sont pas. Donc, si, j'ignorais ce que vous indiquez, hein, donc on est là pour apprendre d'ailleurs, merci beaucoup. Si c'est aussi important, ça montre à quel point il y a dysfonctionnement, effectivement. Mm, Oui, tout d'accord. à fait. Très bien. Alors, pour le cyber, c'est un risque particulièrement complexe pour tout un tas de raisons, notamment l'articulation, enfin, pour déjà définir
ce que c'est, le lien qu'il peut y avoir, définir qu'est-ce qui est du cyber, ou est-ce que ça peut être de l'informatique, du produit, etc. Et puis, euh, et puis cette dimension également, quasiment de guerre, enfin qui fait que les Lloyds avaient écrit qu'ils n'assureraient pas ça, comme si je pense que je me demande si ça peut avoir une valeur juridique. Comment vous abordez cette difficulté du risque cyber, difficile à définir, difficile à assurer? Est-ce que c'est en partie ça qui rend le marché assez limité encore? Alors pour le coup, mon avis de juriste sur l'assurance du risque cyber, c'est que le problème vient plutôt de la sphère non juridique, c'est-à-dire ce que vous avez cité, c'est la connaissance du risque, c'est le fait que, en tout cas dans les polices que j'ai pu consulter, il y ait des conditions de garantie qui soient trop contraignantes pour des assurés qui n'en ont pas les moyens, à défaut d'en avoir l'envie d'ailleurs. Mais en tout cas, on s'aperçoit que pour l'instant, on a, me semble-t-il, hein, un marché qui a encore du mal véritablement à émerger, d'autant qu'on n'a pas encore complètement soldé la problématique des silent cover, hein, des garanties silencieuses, c'est-à-dire de l'application à des sinistres cyber de garanties qui ne lui sont pas ou qui ne leur sont pas dédiées, hein, l'assurance dommage aux biens classique de l'entreprise, voire du particulier. Et là, évidemment, bah, ça renvoie à une autre problématique plus générale, c'est que aujourd'hui, les assureurs essayent d'exclure de ces polices, je dirais ordinaires, le risque cyber, mais encore faut-il que ces exclusions soient valables. Or, on sait que la Cour de cassation est extrêmement exigeante sur la validité de ces clauses d'exclusion. Mais en tout cas, bon, marché quand même assez timide, alors que, bon, bien entendu, la cybercriminalité, elle, n'est pas timide. Et donc, il y a aussi, je pense, un enjeu, mais je pense que la difficulté est plus technique que juridique. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points d'application, des domaines d'application des exemples qui vous sembleraient intéressants d'aborder ou où on a vu les points les plus sensibles là? Bah, écoutez, non, en tout cas, alors par rapport à l'intervention qui m'a été demandée, évidemment, je n'ai rien à ajouter. Pour ce qui est des risques une fois de plus émergents ou systémiques. Bon, effectivement, je pense qu'on est tous préoccupés dans nos domaines respectifs par le risque environnemental ou climatique et le risque cyber. Ça reste quand même les deux principales difficultés et à savoir comment est-ce qu'on on les saisit, une fois de plus, selon nos spécialités respectives. Très bien. Écoutez, il y a eu des commentaires dans le chat sur la prévention et le fait que si la prévention a été bien mise en place, on peut considérer que la cause est vraiment aléatoire. Et donc, et également un commentaire sur les causes de la faible assurance en matière de dommages-ouvrages. Bah écoutez, il nous reste, je crois, à vous remercier pour vos explications extrêmement précises. Donc, vos slides seront mises en ligne et elles sont très précieuses parce que très précises et on pourra s'y référer, ainsi que la visio. Donc, bah, merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré et ces documents. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et Merci beaucoup, à c'est moi qui vous bientôt, parce que remercie. notre monde est petit et nous aurons Oui, l'occasion les uns et les autres de se recroiser. Voilà, bonne soirée à vous. merci, bonne soirée à tous en tout Au cas. À très revoir. bientôt, au revoir.